Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours à distance d'introduction au droit. Dans ce chapitre, nous étudierons les ordres de juridiction. La règle de droit nous entoure. Les liens de famille ou la location d'appartement sont régis par des règles de droit. Le code de la route nous concerne tous les jours, lorsqu'on prend notre voiture ou l'on traverse la rue. Mais on ne s'aperçoit pas de cet univers juridique omniprésent car ce dernier n'est pas conflictuel généralement. Le droit s'écoule doucement, comme un long fleuve tranquille. S'il y a conflit, la recherche de sa prévention ou de sa résolution est nécessaire. Pour résoudre ce conflit, la règle de droit, désincarnée, générale, ne se mobilise pas toute seule. Il lui faut la transaction du juge. Le juge applique la règle générale à une situation particulière et tranche un litige en disant le droit. La vie en société implique le conflit. Par exemple, deux époux ne se supportent plus. Un vendeur prétend ne pas avoir été payé. Un vol a été commis. Mais tous les conflits ne sont pas soumis au juge. Seuls les conflits qui prennent la forme de litige sont concernés. Un litige est un désaccord qui a été formulé en prétentions juridiques concurrentes qui sont portées devant une juridiction. Le droit n'a pas de vertu miraculeuse. Il ne fera pas disparaître entièrement le conflit. Par exemple, il ne pacifiera pas les relations entre ex-époux. Il mettra seulement fin au litige. Il prononcera leur divorce. Deux éléments sont indispensables pour trancher le litige. Premièrement, il faut quelqu'un pour trancher le litige. C'est la figure du juge. Deuxièmement, il ne suffit pas qu'un juge soit institué. Vous ne pouvez pas vous présenter directement devant lui pour lui raconter vos soucis. Il faut une certaine mise en forme judiciaire du litige. C'est le rôle du procès. Différentes réactions sont possibles face à un conflit. Première réaction, se faire justice à soi-même. Elle est interdite par le droit. De rares exceptions existent cependant. Par exemple, si les racines des arbres de votre voisin avancent sur votre terrain, vous avez le droit de les couper vous-même, selon le Code civil. Deuxième réaction possible, la vengeance privée. Elle concerne surtout les sociétés primitives. Celui qui se pense victime, ainsi que son groupe, se charge d'infliger au coupable un mal supérieur, sans passer par l'appréciation d'un tiers. Enfin, troisième type de réaction, l'institution d'un tiers pour trancher les conflits. L'institution d'un tiers, c'est la figure du juge. En common law, c'est-à-dire dans le système anglo-saxon, la personnalisation du juge est très forte. La décision est rendue par une personne individualisée, connue sous son nom et pour ses idées, parfois élue sous une étiquette politique. En droit français, la personnalité des juges est la plus effacée possible. Les opinions individuelles sont diluées derrière la collégialité et dans le secret du délibéré. La décision de justice n'est pas rendue par des hommes incarnés, les juges, mais par l'institution dans laquelle ils siègent. Elle est rendue par la juridiction, littéralement qui dit le droit. La collégialité dans notre système est très forte. Une formation de jugement composée de plusieurs juges rend les décisions. La décision est le plus souvent adoptée par 3 juges, ou plus. Au contraire, être jugé par une seule personne est considéré injuste, selon l'adage « juge unique, juge inique ». Avoir plusieurs juges restreint les risques de partialité et d'erreur. Mais malheureusement, l'austérité budgétaire pousse à multiplier les formations à juge unique. La juridiction prendra souvent la forme connue des tribunaux. Les pouvoirs exercés par la juridiction sont de 2 ordres. D'une part, la jurisdictio, c'est-à-dire le pouvoir de dire le droit. D'autre part, l'imperium, c'est-à-dire le pouvoir de commandement. Ces 2 pouvoirs se retrouvent dans les symboles de la justice. La justice est personnifiée par une femme, par la déesse grecque Thémis. Elle tient d'une main une balance et de l'autre un glaive. Elle a un bandeau sur les yeux. La balance, c'est le juge qui maintient l'équilibre entre les 2 parties en attribuant à chacun ce qui lui est dû. Les yeux bandés symbolisent la neutralité du juge vis-à-vis des parties.
Et enfin, le glaive, c'est le pouvoir de commandement. À l'origine, il représentait l'instrument de l'application de peines corporelles comme la mutilation ou la décapitation. Depuis, les peines corporelles ont heureusement changé de forme, mais le glaive incarne toujours la force du droit. Des modes alternatifs au recours d'un tiers impartial institué par l'État existent. Il faut dire que la voie judiciaire est victime de son succès. L'engorgement est donc le problème. L'État incite désormais à recourir à d'autres formes de justice. C'est la solution à l'amiable. Deux formes alternatives peuvent être distinguées. Premièrement, la transaction est une convention entre les parties par laquelle elles mettent fin à la contestation. Deuxièmement, la médiation est l'intervention d'un tiers qui a pour fonction d'encadrer les discussions et encourager la recherche d'une solution amiable. Ces modes alternatifs permettent une résolution plus rapide et plus simple du conflit. Ils recherchent l'apaisement et sont donc souvent présentés comme une justice douce. On peut dire qu'il y a complémentarité de ces différentes formes de justice. Dans un premier temps, les personnes en conflit peuvent être amenées à rechercher une transaction ou une médiation pour ne recourir à un juge que dans un second temps en cas d'échec. En cas d'échec de la solution à l'amiable, un tiers tranche le litige. Mais ce tiers n'est pas forcément un juge étatique. Cela peut être un juge privé qu'on appelle l'arbitre. L'arbitre est institué par les parties. Il a le pouvoir de trancher leur litige en respectant le choix des parties. Par exemple, les parties peuvent faire le choix de l'application du droit ou bien de l'appréciation en équité. L'arbitre n'est pas un magistrat. Il peut être un avocat, un universitaire, un professionnel de la profession. Il détient la jurisdiction. Il a le pouvoir de trancher le litige par une sentence. Mais il ne dispose pas de l'impérium. Il doit faire revêtir la décision du sceau de l'autorité étatique. L'arbitrage est très fréquent dans les contrats commerciaux notamment. C'est même la voie normale de résolution des litiges pour ces contrats, particulièrement en matière internationale. Quelles sont les qualités du juge ? Qu'est-ce qu'un bon juge ? Première qualité, la vertu de prudence, formulée par Aristote dès le IVe siècle avant Jésus-Christ. La prudence est une aptitude à bien délibérer pour discerner les meilleurs moyens d'atteindre un bien. Deuxième qualité, l'indépendance et l'impartialité. C'est la neutralité à l'égard des deux parties. Il faut un tiers garant de la juste distance entre les deux agents, la victime et l'offenseur. Le juge doit être indifférent à ses relations personnelles avec les parties, à ses intérêts personnels dans le litige, à ses préjugés sur l'affaire. Si cette impartialité n'est pas assurée, le juge peut se déporter de lui-même ou être récusé par une partie. La question de la légitimité est également très importante. La justice est parfois rendue directement par le peuple lui-même qui siège en jury. Cela est particulièrement ancré dans les systèmes de common law, mais limité dans la tradition française aux affaires pénales les plus graves. Les autres litiges en France sont tranchés par un juge. Le juge peut puiser sa légitimité dans la souveraineté populaire s'il est élu comme aux États-Unis ou en France sous la Révolution française. S'il est nommé, sa légitimité est plus indirecte. C'est une légitimité par ricochet par rapport à celle de son autorité de nomination. Les relations entre légitimité et compétence permettent de dégager trois modèles. Premier modèle, le modèle bureaucratique comme en France. La sélection des juges se fait par concours et l'organisation de la justice est hiérarchisée. Deuxième modèle, le modèle professionnel comme en Angleterre, où les juges sont choisis parmi les avocats les plus réputés. Enfin, à mi-chemin entre le juge élu et le juge professionnel, plusieurs juridictions françaises sont composées de juges élus par leurs pairs. Par exemple, les juges des tribunaux de commerce sont des commerçants élus par d'autres commerçants. Quelle est la place du droit dans les décisions du juge ? Selon la conception traditionnelle, définie par exemple par Montesquieu, les juges de la nation ne sont, je cite, que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés
qui n'en peuvent modérer ni la force ni la rigueur. » Fin de citation. Le rôle du juge est alors d'appliquer fidèlement la loi et sanctionner sa violation. Il n'est que l'agent d'exécution de la volonté du législateur. Face à cette conception traditionnelle, on a un courant dit réaliste. Ce courant est né aux États-Unis au début du XXe siècle, dans un système dominé par une Cour suprême dotée d'un puissant rôle social et politique. Ce courant réaliste conteste la supériorité des lois comme outil de droit. Dans un monde de changements rapides, une loi ne peut tout prévoir à l'avance par un énoncé général. Seules les décisions du juge donnent la réponse au cas et énoncent la norme réelle et effective. Les lois ne seraient dès lors que des règles de papier, dans l'attente de leur mobilisation par le juge dans les décisions qui sont, elles, les vraies règles. La théorie réaliste a fait l'objet de vives critiques puisqu'elle donne l'impression de réduire les règles de droit à un simple jouet entre les mains du juge. La réalité se situe en fait certainement entre ces deux pôles, entre la conception traditionnelle et la théorie réaliste. Le juge est certes un acteur, mais limité par la règle de droit. Intéressons-nous maintenant au procès. Le droit à un procès équitable est présent dans différents systèmes juridiques. Aux États-Unis, on parle de due process of law. Il est protégé par la Constitution, par les 5e et 14e amendements plus précisément. Le droit anglais garantit le droit à un fair trial. L'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme domine le droit français et garantit le droit à un procès équitable. La Cour européenne des droits de l'homme est d'ailleurs saisie bien plus souvent au sujet d'une violation du droit au procès équitable que d'une violation du droit à la vie privée ou à la liberté d'expression. Deux exigences doivent exister pour garantir le droit à un procès équitable. Premièrement, le droit d'accéder à un juge. Deuxièmement, l'égalité des armes devant le juge. L'égalité des armes devant le juge implique le respect du contradictoire, c'est-à-dire la possibilité pour chaque partie de présenter ses arguments devant le juge et de débattre de tous les éléments du procès. Quelles sont les différentes étapes du procès ? Première étape, l'action. Une partie porte sa prétention devant le juge compétent. Il faut saisir la juridiction compétente sur la matière, par exemple pour les litiges entre commerçants, le tribunal de commerce, également compétente sur le territoire. En principe, la juridiction du domicile du défendeur, c'est-à-dire la personne contre laquelle est intentée une action en justice. Deuxièmement, l'instance est la suite d'étapes menant l'action jusqu'à la décision. Elle comprend une phase préparatoire qui est la mise en état du dossier. Les parties se communiquent les pièces du dossier, leurs arguments, leurs preuves, dans les délais fixés pour la procédure. Cette mise en état du dossier se fait sous la supervision d'un juge. Quand le juge estime que cette préparation est terminée, il renvoie le dossier pour qu'il soit jugé. Ensuite, on a l'audience. Le juge entend les parties. Les plaidoiries signifient que les parties, par l'intermédiaire de leur avocat le plus souvent, exposent oralement leurs demandes, leurs prétentions, on dit, et leurs défenses. Sont présentés les faits, les moyens de fait et de droit et les preuves. Les plaidoiries sont destinées à emporter la conviction du tribunal. Puis le juge prendra le temps de délibérer. Troisièmement, on a la décision. La décision est un acte par lequel le juge dit le droit. C'est un acte juridictionnel. La décision prend des noms variables selon son auteur, jugement, arrêt, sentence, etc. La décision consiste à donner, en principe, à chaque partie ce qui lui est dû. Elle prononcera le divorce, attribuera une pension alimentaire, etc. Le procès est marqué par la formule « donne-moi le fait, je te donnerai le droit ». C'est-à-dire qu'il y a une répartition du fait et du droit entre les parties et le juge. Les parties n'ont pas à apporter le droit dans le procès. Le juge le connaît. Il appartient aux parties d'apporter les faits. Apporter les faits dans un procès, cela veut dire les prouver. On a également le principe du double degré de juridiction. La partie insatisfaite de la décision a le droit d'exercer un appel. L'affaire est alors entièrement réexaminée par une nouvelle juridiction hiérarchiquement supérieure.
Cette seconde décision pourra faire l'objet d'un autre recours, un recours en cassation. Le recours en cassation consiste à vérifier la bonne application de la règle de droit. La Cour de cassation est un juge du droit. Elle vérifie que la règle de droit a été correctement appliquée par les juges du fond, c'est-à-dire par les juges du premier et du second degré qui, eux, jugent les faits et le droit. L'autorité de chose jugée est un concept important. Une fois les recours épuisés, la décision mettra fin définitivement au litige. Il n'est alors pas possible de recommencer un nouveau procès pour obtenir une autre décision sur le même litige. La décision est susceptible d'exécution forcée. Les parties sont tenues d'obéir à la décision rendue. Le plus souvent, elles le font spontanément. Mais si l'une des parties n'exécutait pas la décision, l'autre pourrait obtenir l'exécution par la force publique. La forme la plus connue d'exécution forcée est la saisie-vente des biens par huissier. Différents modèles de procédure existent selon les systèmes juridiques. Le modèle de common law s'apparente à un duel entre les plaideurs devant un jury. Le jury est assisté d'un arbitre, le juge, qui veille à maintenir l'égalité des chances durant le procès. Des institutions sont alors propres au procès américain. Il s'agit de la possibilité de témoigner pour sa propre cause, ce qu'on appelle en anglais la cross-examination. Autre institution caractéristique, le contre-interrogatoire musclé du témoin par les avocats après la première audition, ce qu'on appelle la direct examination. Enfin, la discovery est l'obligation de produire tous les documents intéressant le litige, quand bien même ils ne vous seraient pas favorables. Dans le modèle français, il y a 3 procédures, la procédure civile, la procédure pénale et la procédure administrative. Le droit civil est celui qui régit les rapports entre personnes. Le procès civil est donc la chose des parties. Les parties déclenchent l'action, délimitent l'objet de la demande, rythment les échanges. Le juge demeure neutre et passif. La procédure est appelée accusatoire, car elle naît de l'accusation portée par une partie. Elle est orale, publique et contradictoire. Deuxième procédure, la procédure pénale. Le procès pénal met en cause la société. Enfin, concernant le procès administratif, les parties ne sont pas en situation d'égalité, puisqu'il s'agit de rapports entre l'administration et les administrés. La procédure pénale et administrative sont dominées par l'inquisitoire. La procédure est la chose du juge. Il orchestre alors la procédure et doit lui-même rechercher la preuve par une phase d'enquête. Le droit de la preuve est un élément important du procès. On dit souvent que la recherche de la vérité dans le cadre d'un procès est essentielle. Mais de quelle vérité s'agit-il ? Ce n'est pas la vérité avec un grand V, mais la vérité judiciaire qui est recherchée. La vérité judiciaire est liée aux faits. Les parties sont parfois d'accord sur les faits dans leur affaire, ce qui suffit à les considérer comme vérité. Mais souvent, et c'est souvent d'ailleurs la raison du litige, les faits avancés par une partie sont contestés par l'autre. Il y a alors 2 versions de la réalité. Le juge va les confronter pour rechercher la plus vraisemblable. La vérité judiciaire doit être établie au moyen de preuves. Il ne suffit pas d'affirmer ses prétentions. Quels sont les moyens de preuve pouvant être utilisés au cours d'un procès ? Le principe le plus répandu est la liberté de la preuve. Il autorise à recourir à tous les moyens de preuve, témoignages, aveux, indices ou écrits. À ces moyens traditionnels s'ajoutent les nouveaux moyens offerts par les progrès techniques. L'expertise ADN par exemple. Ne maîtrisant pas ces nouvelles techniques, le juge devra souvent s'en remettre à des experts. La possibilité d'utiliser tous les moyens de preuve ne signifie pas l'autorisation de tout faire pour prouver. Certains principes doivent être respectés. Le principe de licéité signifie qu'on ne saurait porter atteinte au respect de la vie privée, aux droits de propriété, à l'intégrité du corps humain, au secret des correspondances, au secret professionnel. Le principe de loyauté entraîne par exemple qu'un enregistrement ne peut être opposé à une partie s'il a été réalisé à son insu. Ce principe est admis en matière civile, mais connaît des restrictions en matière pénale. Enfin, le principe de contradiction implique que chaque partie peut discuter tous les moyens de preuve.
La question de la charge de la preuve se pose également. À qui appartient d'apporter la preuve de ses prétentions ? Dans les procédures inquisitoires, c'est le juge qui doit rechercher la vérité. En droit pénal, le juge d'instruction recherche les preuves à charge et à décharge. En droit administratif, c'est également au juge qu'il revient d'apporter les preuves, mais il peut demander la collaboration des parties. Dans les procédures accusatoires, c'est-à-dire la procédure civile, les parties doivent prouver leur allégation. La charge de la preuve pèse sur le demandeur, donc sur la personne qui a pris l'initiative d'engager une procédure. S'il parvient à apporter la preuve des faits qu'il allègue, il sera libéré de la charge de la preuve. Charge de la preuve qui passera à la partie adverse, si celle-ci conteste les faits. Dans certaines matières, il y a inversion de la charge de la preuve. C'est le cas des discriminations en droit du travail. Toute discrimination, en raison de l'origine, du sexe, de l'âge, de l'orientation sexuelle par exemple, est strictement prohibée. Cependant, il est très difficile aux salariés s'estimant victimes d'en rapporter la preuve. Le système retenu est alors le suivant. Le salarié présente des éléments de fait laissant supposer une discrimination, et non des preuves. En réponse, l'employeur devra prouver que sa décision est fondée sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination. Enfin, la question des présomptions se pose dans un procès. Les présomptions permettent de déduire d'un fait connu un fait inconnu en s'appuyant sur une logique de probabilité. Elles libèrent une partie de la charge de la preuve. Plusieurs types de présomptions existent. Les présomptions de fait sont des déductions que fait le juge. Par exemple, des traces de freinage, c'est-à-dire un fait connu, permettront de connaître la vitesse et la trajectoire du véhicule, c'est-à-dire des faits inconnus. Certaines présomptions sont établies par la loi. Par exemple, le mari de la mère d'un enfant est présumé par la loi être le père de cet enfant sans qu'il ait à le prouver. C'est à celui qui contestera cette filiation de prouver la non-paternité. En droit pénal, on a la célèbre présomption d'innocence. Elle protège contre toute accusation qui ne serait pas prouvée. En cas de doute, l'innocence prévaut. Enfin, on peut distinguer présomption simple et présomption irréfragable. La présomption simple peut être renversée. La présomption irréfragable interdit de tenter de contester une situation. Par exemple, la présomption d'autorité de choses jugées attachée au jugement devient la vérité judiciaire. Dans la suite de notre chapitre, nous allons nous intéresser plus précisément aux ordres de juridiction français. Le système français est divisé en 3 ordres: l'ordre constitutionnel, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. 3 organes relèvent de l'ordre constitutionnel: la Haute Cour, la Cour de justice de la République et le Conseil constitutionnel. Ce sont d'ailleurs des juridictions de nature plus politique que réellement judiciaire. La Haute Cour a pour fonction de juger les actes accomplis par le président de la République au cours de l'exercice de son mandat. Elle a pour unique mission de prononcer la destitution du président de la République en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Elle est composée des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis en Parlement. La procédure de destitution démarre par une proposition de réunion de la Haute Cour, votée à la majorité des 2/3 par chacune des assemblées. La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'1 mois sur la destitution du président de la République, à la majorité des 2/3 de ses membres. La Cour de justice de la République a pour fonction de juger les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions par les membres du gouvernement et qualifiés de crimes ou de délits au moment où ils ont été commis. Elle est composée de 15 juges, 12 parlementaires, élus en nombre égal par l'Assemblée nationale et le Sénat, plus 3 magistrats professionnels, dont l'un préside la Cour de justice de la République. Enfin, le Conseil constitutionnel est un organe composé de 9 membres. 3 nommés par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale et 3 par le président du Sénat. Leur mandat est de 9 ans non renouvelable. Les anciens présidents de la République sont membres de droit et à vie du Conseil constitutionnel. Le président du Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Le Conseil constitutionnel assure le respect de la Constitution. Il contrôle ainsi la constitutionnalité des lois et des traités internationaux, c'est-à-dire qu'il vérifie leur conformité à la Constitution. La saisine du Conseil constitutionnel peut être faite par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, et par 60 sénateurs ou 60 députés. Le Conseil constitutionnel peut être saisi pour une loi votée, mais non encore promulguée. La révision constitutionnelle de juillet 2008 a rendu possible la question prioritaire de constitutionnalité, la QPC. Au cours d'une procédure de justice, le justiciable peut saisir le Conseil constitutionnel s'il estime qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Avant de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, un filtrage est opéré par le Conseil d'État ou par la Cour de cassation. La QPC concerne donc une loi déjà en vigueur. Le Conseil constitutionnel est également le juge de la régularité des consultations nationales, des élections présidentielles, des référendums, des élections législatives et sénatoriales. Il peut aussi émettre des avis et constate l'existence de certaines situations, par exemple l'empêchement ou la vacance de la présidence de la République, ou la situation justifiant les pouvoirs exceptionnels au président de la République, l'article 16 de la Constitution. Passons à l'ordre judiciaire. Celui-ci a deux fonctions. Premièrement, il doit juger les procès entre particuliers. C'est ce qu'on appelle la justice civile. La justice civile comprend les contentieux d'ordre familial, nés à l'occasion d'un mariage, d'un divorce, d'un décès ou résultant de difficultés relatives à l'éducation des enfants. Il comprend aussi les contentieux relatifs à la propriété, aux dettes non régularisées, aux contrats mal exécutés. Et également les contentieux nés dans le cadre des relations de travail ou des relations commerciales. Deuxième fonction, l'ordre judiciaire a pour mission de frapper de peine ceux qui ont commis des infractions. C'est ce qu'on appelle la justice pénale. La société, par l'intermédiaire du procureur, demande réparation à la personne inculpée. Les magistrats du ministère public, dits du parquet, sont les agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux. Ils représentent les intérêts de la société et de l'État. L'ordre judiciaire comprend d'abord les juridictions de premier degré. Commençons par les juridictions civiles de premier degré. On a des juridictions de droit commun qui ont compétence pour juger en première instance toutes les affaires de droit privé, pour lesquelles la loi n'a pas donné expressément compétence à une autre juridiction, et nous avons les juridictions spécialisées. Parmi les juridictions de droit commun, on a d'abord les tribunaux d'instance. Ils traitent la plupart des petits litiges civils de la vie quotidienne. Toutes les affaires civiles pour lesquelles la demande porte sur des sommes inférieures à 10 000 € sont concernées. Ce sont des litiges liés aux accidents de la circulation, aux dettes impayées, aux livraisons non conformes, aux travaux mal exécutés, aux demandes de dommages et intérêts ou de remboursement d'un produit ou d'un service. Les tribunaux d'instance ont également compétence exclusive pour certains litiges, quel que soit le montant de la demande. Par exemple, les litiges entre propriétaires et locataires, paiement des loyers, résiliation du bail. Le tribunal d'instance est composé d'un seul juge d'instance qui préside les audiences et prend seul sa décision. Ensuite, nous avons les tribunaux de grande instance. Ils tranchent les litiges civils qui concernent des demandes supérieures à 10 000 €. Ils ont la compétence exclusive, quel que soit le montant de la demande, pour certaines affaires familiales, comme le divorce, l'adoption, les pensions alimentaires, et pour certaines affaires de droit immobilier comme la propriété immobilière. Le tribunal de grande instance statue en formation collégiale composée de 3 magistrats. Pour certaines affaires, il est composé d'un juge unique, par exemple le juge aux affaires familiales. Auprès de chaque tribunal de grande instance, le ministère public intervient, obligatoirement dans certains cas, facultativement dans d'autres, pour demander l'application de la loi et veiller au respect des intérêts généraux de la société. Il est représenté par le procureur de la République et ses substituts. Les juridictions civiles de premier degré comportent également des juridictions spécialisées. Les tribunaux de commerce sont prévus par le Code de commerce pour connaître des procès concernant les actes de commerce ou entre commerçants. Les juges sont des commerçants élus par les commerçants de la circonscription administrative où se trouve le tribunal de commerce. Ils connaîtraient mieux que des magistrats de carrière ces sujets
et parviendrait plus facilement à une conciliation entre les adversaires. Deuxième juridiction spécialisée, le Conseil de prud'homme. Il est compétent pour juger les litiges d'ordre individuel entre employeurs et salariés à l'occasion du contrat de travail. Qu'il s'agisse de l'exécution du contrat, les litiges concernant les salaires, primes, congés, discrimination ou formation par exemple, ou de la rupture du contrat de travail, licenciement, indemnisation, etc. Les conseillers prud'hommes sont des juges non professionnels représentant les salariés et les employeurs. Ils sont désignés paritairement sur proposition des organisations syndicales et patronales représentatives en fonction de leur audience respective, pour un mandat de 4 ans. La procédure comprend 2 phases. La phase préalable de conciliation entre les parties, l'affaire passe devant le bureau de conciliation et d'orientation, puis si les parties ne parviennent pas à un accord, c'est le bureau de jugement qui s'en occupe. Passons maintenant aux juridictions pénales de premier degré. Le tribunal de police juge les contraventions, c'est-à-dire les infractions pénales les moins graves. Par exemple, le tapage nocturne, la chasse sans permis, les coups et blessures légers. Il statue toujours à juge unique. Le ministère public qui est chargé de défendre les intérêts de la société en requérant l'application de la loi et en proposant une peine. Il est représenté par le procureur de la République ou l'un de ses substituts. Le tribunal correctionnel juge les délits, vol, escroquerie, coups et blessures graves par exemple. Il peut prononcer des peines allant jusqu'à 10 ans de prison, 20 ans d'emprisonnement en cas de récidive, mais aussi des peines alternatives à l'emprisonnement comme les travaux d'intérêt général, des stages de citoyenneté. Il peut également prononcer des amendes ou encore des peines complémentaires comme l'interdiction d'exercer une activité professionnelle, le retrait de permis, etc. Le tribunal correctionnel est composé de 3 magistrats professionnels. Le ministère public y est représenté par le procureur de la République ou l'un de ses substituts. Enfin, la cour d'assises juge les personnes accusées de crimes, de tentative ou de complicité de crimes. Par exemple, meurtre, viol, vol à main armée. Elle est composée de 3 juges professionnels et d'un jury composé de citoyens tirés au sort, de 6 citoyens pour être plus exact. Le ministère public y est représenté par l'avocat général. La cour d'assises peut prononcer des peines de réclusion criminelle à perpétuité ou à temps, ferme ou avec sursis, des peines d'amende et des peines complémentaires, par exemple interdiction d'exercer une activité, obligation de se soigner. L'appel est une voie de recours qui permet de déférer la décision rendue à une juridiction supérieure. Cette juridiction supérieure juge à nouveau la cause, en fait et en droit. Puis elle confirme ou infirme, en la réformant, la sentence primitive. Le principe du double degré de juridiction est une garantie pour les justiciables. Le juge du premier degré est incité à faire davantage attention, craignant une réformation de son jugement. Les juges d'appel sont en principe plus expérimentés et moins surchargés que les juges du premier degré. En principe, l'appel est admis contre tout jugement. Celui-ci est rendu en premier ressort. Pour les affaires de peu d'importance, l'appel n'est pas possible. On dit que celles-ci sont jugées en premier et dernier ressort. La cour d'appel réexamine les affaires déjà jugées au premier degré en matière civile, commerciale, sociale ou pénale. Elle exerce son contrôle en droit et en fait sur les jugements qui lui sont soumis. Elle peut soit confirmer la décision rendue par les premiers juges, soit l'infirmer, l'annuler, la réformer en tout ou partie. Les cours d'appel sont composées uniquement de magistrats professionnels. Chaque cour comprend des chambres spécialisées en matière civile, sociale, commerciale et pénale. Le ministère public est représenté par le procureur général ou l'un de ses avocats généraux ou substituts généraux. Pour les crimes, les appels des décisions des cours d'assises sont jugés par une autre cour d'assises qu'on appelle la cour d'assises d'appel. Elle est composée de 3 magistrats professionnels et de 9 jurés. Peuvent faire appel l'accusé, le ministère public et la partie civile. La victime peut se constituer en partie civile, donc une personne demandant à un tribunal pénal l'indemnisation, la réparation du préjudice qu'elle a subi. Dans l'ordre judiciaire, une juridiction est placée au-dessus de toutes les autres. C'est la Cour de cassation.
Elle assure l'unité dans l'application de la règle de droit. L'idée est d'éviter que les diverses juridictions ne statuent différemment sur un même point. Il serait choquant si le gain d'un procès dépend de la juridiction compétente. La Cour de cassation est saisie par un pourvoi qui peut être formé contre toute décision rendue en dernier ressort. Le pourvoi ne doit pas être confondu avec un appel. La Cour de cassation ne rend pas elle-même des décisions concernant le fond de l'affaire. Elle ne rend pas des décisions exécutoires pour les parties. Si elle estime que la décision a été bien rendue, elle rejette le pourvoi en cassation. La décision attaquée est maintenue, elle sera donc exécutée. Si la Cour de cassation considère que la décision a été mal rendue, elle la casse. Mais la Cour de cassation ne juge pas l'affaire, elle la renvoie devant la juridiction du même degré et de la même nature que celle dont émane la décision cassée. Au contraire des juridictions d'appel qui rendent, elles, des décisions exécutoires. Une juridiction d'appel connaît de toute l'affaire en fait et en droit. Au contraire, la Cour de cassation doit tenir pour exacts les faits tels qu'ils sont relatés dans la décision attaquée. Elle ne peut apprécier les décisions qu'au point de vue de l'application de la loi. Les juges du fond connaissent de tout le litige, la constatation des faits et l'application de la règle de droit. Au contraire, la Cour de cassation vérifie uniquement si les juges du fond ont fait une application exacte de la règle de droit. Elle juge non pas le litige, mais la décision intervenue à son occasion. Il existe différents cas d'ouverture à cassation. Premièrement, la cassation pour violation de la loi, qui concerne la violation de la loi par fausse interprétation, par fausse application, pour refus d'application, pour excès de pouvoir commis par le juge. Deuxièmement, la cassation pour vice de forme. Troisièmement, la cassation pour contrariété de jugement. Une opposition peut exister entre deux décisions rendues sur le même objet, émanant d'un même tribunal ou de tribunaux différents. La Cour de cassation est divisée en 6 chambres. 3 chambres civiles, une chambre commerciale, une chambre sociale et une chambre criminelle. Chaque chambre est composée d'un président et de conseillers, tous magistrats du siège. Le ministère public est représenté par le procureur général et des avocats généraux. Dans le système français, il n'y a pas d'unicité de l'ordre juridictionnel. Les procès opposant les particuliers à l'administration relèvent de l'ordre administratif. Les juges de l'ordre judiciaire ne peuvent juger l'administration quand celle-ci viole la loi portant atteinte aux droits des particuliers. Les juridictions de premier degré de l'ordre administratif sont appelées tribunaux administratifs. C'est le juge de droit commun du contentieux administratif. Il juge toutes les contestations dirigées contre les actes et décisions de l'administration. Par exemple, les recours contre les actes de l'État, d'un département, d'une commune, les dommages causés par l'activité des services publics, les contestations portant sur un contrat administratif comme les marchés de travaux publics. La Cour administrative d'appel est la juridiction de droit commun au deuxième degré. Elle est compétente pour statuer sur les appels formés contre les juges des tribunaux administratifs. Chaque cour est présidée par un conseiller d'État et divisée en chambres. Lorsqu'une chambre juge, elle doit comprendre son président plus 4 conseillers. Au sommet de l'ordre administratif, on a le Conseil d'État. Il a été créé en 1799 par le régime du consulat de Napoléon Bonaparte. Au départ, comme son nom l'indique, c'était une institution appelée à conseiller le gouvernement dans la prise des décisions, y compris au sujet des litiges, dont les ministres pouvaient être saisis. La théorie du ministre-juge s'appliquait alors. Si un conflit survenait dans les rapports entre l'administration et les administrés, l'administré avait la possibilité d'exercer un recours administratif auprès du supérieur hiérarchique. De degré en degré, on pouvait remonter au chef de l'État ou au Conseil des ministres. En cas d'un recours d'un administré contre l'administration, le Conseil d'État donnait son avis au ministre. C'était le ministre qui jugeait, ce qui était une confusion des fonctions d'administrateur et de juge. Depuis s'est produit un processus de juridictionnalisation
conduisant à l'abandon du système du ministre-juge et à la reconnaissance claire de l'existence des juridictions administratives. Donc à la consécration finalement d'un ordre administratif. Selon la loi de 1872, le Conseil d'État statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative et sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoir formés contre les actes des diverses autorités administratives. Quelle est la composition du Conseil d'État ? En droit, le président du Conseil d'État est le Premier ministre. En son absence, c'est le ministre de la Justice qui prend le relais. En pratique, seules les séances solennelles sont présidées par le ministre de la Justice. Le vice-président du Conseil d'État préside les séances ordinaires et dirige le travail administratif du Conseil d'État. Les membres du Conseil d'État ne sont pas des magistrats, mais des fonctionnaires soumis à un statut particulier qui leur assure l'indépendance. Quelles sont les missions du Conseil d'État ? Le Conseil d'État a tout d'abord des attributions administratives. Il donne des avis au gouvernement en matière législative. Il doit être consulté sur tous les projets de loi, c'est-à-dire sur les textes d'origine gouvernementale, mais pas sur les propositions de loi, qui sont des textes d'origine parlementaire. Il doit obligatoirement être consulté en matière réglementaire sur les projets d'ordonnance. Il est aussi, et sur de nombreux textes réglementaires, soit parce que la loi l'ordonne, soit parce que le gouvernement le désire. De manière plus globale, il peut être aussi consulté par le gouvernement sur une question de droit. Le Conseil d'État possède aussi des attributions judiciaires. Il est compétent en premier et dernier ressort dans des cas exceptionnels. Des exceptions à la compétence de droit commun des tribunaux administratifs et pour des affaires importantes. Cela concerne généralement des actes de portée nationale, recours en annulation contre les décrets du président ou du Premier ministre, contre les ordonnances, contre les actes réglementaires des ministres. Il est également compétent en premier et dernier ressort pour se prononcer sur les recours formés contre les mesures individuelles concernant les fonctionnaires ou agents publics nommés par décret du président de la République. Le Conseil d'État est aussi un juge d'appel, bien qu'il existe des cours administratives d'appel ayant en principe compétence pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs. Il est compétent en tant que juge d'appel pour connaître des appels formés contre certains jugements des tribunaux administratifs. Recours en appréciation de la légalité des actes administratifs, litiges relatifs aux élections municipales et départementales. Enfin, le Conseil d'État fait office de juge de cassation. Il examine les recours dirigés contre les décisions des cours administratives d'appel. Et comme la Cour de cassation, il ne connaît ici que des moyens de droit. Enfin, achevons ce chapitre par le tribunal des conflits. L'existence de deux ordres de juridiction, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, est de nature à susciter des conflits de compétences, dès lors que des juridictions de l'un ou de l'autre ordre n'interprètent pas de la même manière le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. D'où l'existence d'une juridiction unique en France, le tribunal des conflits. C'est une juridiction de type paritaire. Son président est le ministre de la Justice, auquel s'ajoutent 8 membres, 4 membres du Conseil d'État et 4 membres de la Cour de cassation.